Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée. Ce matin, je vous propose de suivre l'audition de Stéphane Bern sur le loto du patrimoine. La première édition de cette loterie exceptionnelle a permis de récolter 20 millions d'euros afin de financer la restauration de 269 sites dans les territoires. Le problème, c'est que l'État a prélevé 14 millions d'euros de taxes sur les recettes de cette loterie. Une taxe à laquelle s'oppose Stéphane Bern, estimant que cette loterie du patrimoine ne doit pas servir à renflouer les caisses de l'État. Le Sénat avait d'ailleurs supprimé cette taxe durant l'examen du budget 2019. Vous allez le voir, l'animateur et les sénateurs ont une vision assez proche de la défense du patrimoine. L'audition de Stéphane Bern au Sénat, c'est tout de suite. Alors, vous savez, notre Assemblée est particulièrement attachée à ce loto du patrimoine que vous portez. Il y a 10 ans de cela, un collègue avait fait des rapports sur cette question, avait préconisé l'instauration du loto du patrimoine. C'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement attentifs à la manière dont ce loto est mis en place et surtout qu'il puisse garantir des financements nécessaires et complémentaires, ce qui n'exonère en rien l'État et les collectivités territoriales de leur investissement premier, mais qui est un complément utile compte tenu de l'état de nombreux bâtiments patrimoniaux dans la France entière. Donc nous mettons beaucoup d'espoir dans la mission que vous portez avec brio. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous entendre. Nous recevrons d'ici quelques jours Guillaume Poitrinal, donc, avec lequel vous travaillez. Dominique Bérien, ici présent, représente notre commission au sein de la Fondation. En tout état de cause, voilà, les collègues auront certainement beaucoup de questions à vous poser parce que dans chacun de nos territoires, dans chacun de nos départements, il y a tant et tant à accompagner, à sauvegarder, à valoriser, qu'on est tous mobilisés. Il n'y en a pas un qui n'est pas mobilisé. Je rappellerai aussi le rôle important qu'a joué notre commission de la culture, de l'éducation et de la communication dans la loi Liberté de la création, architecture, patrimoine, dont un des co-rapporteurs est ici présent, Jean-Pierre Leleu, ainsi que dans le cadre, comme vous le savez, de la loi Élan, où nous avons essayé de sauver ce qui pouvait être sauvé. En tout état de cause, vous avez ici des ardents défenseurs de la cause que vous portez, cher Stéphane Bern. Sans plus attendre, je vous laisse la parole. Je sais que dans ma modeste expérience, qui n'a qu'un an d'une mission présidentielle à haut risque, je n'ai rencontré au Sénat que des personnalités qui voulaient soutenir le patrimoine, le défendre et qui ont voté en conséquence. Parce qu'on peut toujours annoncer qu'on est en faveur du patrimoine et puis ensuite dans les votes, ça ne se traduit pas. Et je sais que vous avez beaucoup soutenu encore récemment avec le vote sur l'exonération des taxes pour ce loto exceptionnel du patrimoine et j'aimerais vous en remercier chaleureusement. Je pense que les lignes vont bouger, vont continuer à bouger. Vous avez remarqué que je ne me laissais pas facilement circonvenir, que je continuais, je remontais au combat. Et je sais qu'ici, dans la salle, j'ai retrouvé non seulement Jean-Pierre Leleu, évidemment, mais d'autres qui évidemment, dans vos régions respectives, vous faites beaucoup pour le patrimoine, vous le défendez à titre, à la fois dans vos engagements personnels. Et je crois que c'est très important dans une assemblée qui a un ancrage territorial très important, de rappeler une chose qui a guidé tout au long de cette année ma mission. C'est de dire que le patrimoine, c'est évidemment de l'identité sereine, qui n'est pas hystérisée, c'est vecteur également de développement économique, c'est de la culture à portée de main, accessible à tous, à travers les églises des villages, les monuments, simplement tout ce qu'on trouve autour de chez soi, et puis non seulement de l'identité, mais de la convivialité aussi dans la ruralité. C'est la thèse que j'ai soutenue devant le chef de l'État en lui expliquant, il y a 1 an et demi de cela, aujourd'hui ça rebondit, ça revient dans l'actualité, mais de dire qu'il y avait un vrai décalage entre ce qui se décidait à Paris et puis cette ruralité qui se sentait abandonnée par la capitale où l'exemple qui me vient le plus à l'esprit, c'est, et pardon pour ceux qui défendent le Grand Palais, et je pense qu'il faut faire des travaux sur le Grand Palais, absolument. Mais quand vous entendez qu'on est à 522 millions d'euros dépensés pour le Grand Palais, et qu'on me demande
d'aller sur les routes de France pour trouver 20 millions d'euros pour les églises, les bras m'en tombent. Si vous voulez, au bout d'un moment, je veux bien. C'est le tonneau d'Anaïde. Je remplis j'essaye d'écoper un bateau qui prend l'eau avec une cuillère à soupe. Et donc, c'est mal ressenti dans les territoires. Moi, avec mes émissions, je passe mon temps dans les villages et je rencontre des gens qui me disent « Regardez dans quel état est notre patrimoine, aidez-nous ». Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté, j'ai proposé de faire quelque chose pour le patrimoine. Donc, vous connaissez la genèse de cette mission, c'est d'abord de recenser le patrimoine en péril et de le faire non pas à travers les DRAC, non pas par méfiance, mais les DRAC font très bien leur travail dans ce qui est tout un travail qui demande une certaine ingénierie administrative, qui fait parfois défaut, je dois le dire, je m'en suis rendu compte et on peut le noter, une ingénierie administrative qui fait défaut aux maires des petites communes. C'est compliqué pour un maire d'une petite commune de 100, 200, 300 habitants, d'avoir cette ingénierie qui lui permet de présenter des dossiers de demande de subvention. Ça prend du temps, c'est complexe. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, avec la Fondation du patrimoine, on a eu l'idée d'une plateforme participative toute simple. Je pense toujours à cette phrase de Victor Hugo qui disait que le patrimoine appartient certes aux détenteurs des murs, mais aussi à celui qui le regarde. La beauté appartient à tous. À vous, à moi, nous en sommes tous collectivement et individuellement les dépositaires. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé aux Français d'inscrire eux-mêmes ce patrimoine sur cette plateforme participative. D'ailleurs, la plateforme pour l'année 2019 est réouverte, missionberne.fr/signaler votre site. Et donc les gens signalent des sites. Et on a eu 2000 signalements de monuments qui étaient en péril. Sur ces 2000, alors évidemment, au bout du compte, il y en a eu 269 qui ont été aidés. Pourquoi ce différentiel ? Simplement parce que parfois 10 personnes ont signalé le même site. Donc ça réduisait, évidemment, on garde le site. Et on remerciait les gens qui l'avaient signalé. Et puis parfois, une chose plus désagréable, c'est ce qu'on appelle des propriétaires défaillants. Ça appartient à des fondations qui sont en Suisse, ça appartient à des propriétaires qui ne veulent pas faire les travaux. Donc vous avez un certain nombre de citoyens. Je pense par exemple, un exemple me vient dans la région parisienne, qui est Fontenay-Trésigny, le château du duc d'Épernon. Les habitants m'écrivent par des courriers nombreux en me disant « Mais qu'est-ce que vous faites pour la Fontenay-Trésigny en Seine-et-Marne » J'ai écouté, on va voir avec le maire, sauf que le maire est en jeu avec le propriétaire, il y a un projet immobilier. Donc c'est ce qu'on appelle un propriétaire défaillant. Et on ne peut pas agir parce que si le propriétaire ne veut pas, que faire ? De même que d'autres sont empressés, quand on s'y est intéressé, d'aller dans les agences immobilières pour dire « Voilà, notre propriété est attributaire du loto patrimoine, nous la vendons ». Pensant que l'argent allait continuer à arriver. Oui, on les enlève de la liste, évidemment. Il faut des propriétaires qui acceptent de faire les travaux qu'on veut bien aider. Alors, au résultat, et d'ailleurs j'ai vu qu'une mission flash avait été commanditée à l'Assemblée nationale et a produit cette semaine ses résultats. Et on nous demande maintenant de donner un peu moins aux collectivités territoriales et un peu plus aux propriétés privées. Ça ne manquait pas de sel. Donc c'est vrai que j'ai veillé à ce qu'il y ait davantage de collectivités territoriales qui soient soutenues, parce que c'est toujours une difficulté, si vous voulez, les monuments qui s'inscrivent quand ce sont des propriétaires privés. Vous savez, quand j'ai été nommé, on a tout de suite dit Stéphane Bern, ça va être forcément le trône et l'autel, donc les châteaux et les églises. Quand bien même, c'est déjà pas mal. Mais par-delà, ce qui était important, c'est évidemment de soutenir toutes les formes de patrimoine. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu sur les tickets de grattage, et on y reviendra, sur ces célèbres tickets de grattage, eh bien, on a fait paraître, au total, il y a eu 18 sites emblématiques. Pourquoi emblématiques ? J'ai voulu qu'il y ait 18 sites qui puissent dire aux Français ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'ils soient à la fois représentatifs des 13 régions administratives métropolitaines, plus d'outre-mer,
et qu'ensuite il y ait la diversité des typologies du patrimoine. Pas seulement le patrimoine castral, le patrimoine religieux, mais aussi le patrimoine vernaculaire, le patrimoine du XXe siècle, un site archéologique, également les maisons d'illustres, pour montrer que la variété de notre patrimoine. Et je crois que les gens ont adhéré à cette idée que, oui, il y avait un certain nombre de différentes catégories de patrimoine. Et donc, les gens ont inscrit tous les monuments qu'ils avaient à leur portée et ont voulu que nous les sauvions. On a ensuite soumis ça au tamis des DRAC et du ministère de la Culture. C'était... Je ne m'en suis pas caché, puisque moi je vis dans la transparence, j'ai tout dit dans la presse. C'est vrai qu'au début ça a été difficile, parce que les DRAC ont peut-être vécu ça comme une espèce d'intervention intempestive de ma part, de vouloir me substituer à la puissance publique. C'était absolument pas. Je venais avec mes gros sabots, certainement, avec les maladresses dues au fait que je n'ai pas les codes de la haute administration, ni les us de la politique, évidemment, appartenant à la société civile, faisant tout avec mes tripes et mon cœur, et je précise en étant entièrement bénévole. C'est important, c'est-à-dire tous mes déplacements sont à mes frais, etc. Je veille à cela, de telle sorte qu'on ne puisse pas me reprocher un jour d'avoir... voilà. Donc je le fais avec tout mon cœur, mes tripes, donc avec maladresse. Donc les DRAC ont fait de la rétention de dossiers dans un premier temps. Donc j'ai un peu secoué le cocotier, et puis les choses se sont, dans un premier temps, se sont un peu détendues, et on a pu avoir le tamis des DRAC pour voir si les dossiers étaient passés sous le radar. Et en fait, on a découvert, ça c'est un dysfonctionnement de notre système, c'est que oui, il y a énormément de monuments qui étaient passés sous le radar. C'est-à-dire sous le radar des ABF, à qui on a en plus voulu renier les griffes depuis quelque temps, grâce à la loi Elan, ou à cause d'eux, puisque vous connaissez mon opinion sur la question. Et donc, c'est très inquiétant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de monuments qui n'apparaissent pas dans les rapports ou qui n'ont pas sollicité les DRAC. Et je crois que c'est lié à une chose, je n'ai pas de rapport à faire, mais je profite de cet instant pour vous en parler. Je reviens sur le problème de l'ingénierie administrative des petites communes. Je pense que si on les aidait à travers des AMO, des assistances à la maîtrise d'ouvrage, on les aiderait davantage à faire tous ces lourds dossiers. Vous savez, je vois dans ma petite commune, il y a une secrétaire de mairie, elle doit régler les problèmes de quelques mille habitants. Si en plus on lui demande de remplir le dossier pour avoir des subventions, c'est quelque chose de très complexe. Donc ça, c'est ce que j'ai appris chemin faisant. Et donc une fois qu'on a recensé les monuments, eh bien, on a réuni une commission de sélection, où la commission de sélection a été simple. C'est-à-dire que la commission de sélection voulait retenir de façon tout à fait préventive environ 100 à 150 monuments. J'ai été voir le chef de l'État, je lui ai dit, moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis pour que tous les dossiers qui peuvent être attributaires du loto-patrimoine le soient. Et donc, j'avais donné au point une liste de 250, j'aimerais qu'on sauve les 250. Ne serait-ce que pour... Ça ne veut pas dire qu'on va les sauver la première année, mais on a quelques années maintenant pour le faire. Mais c'est peut-être pour créer un choc psychologique dans l'opinion et de faire en sorte de faire entendre aux Français que oui, maintenant, eh bien, on va sauver le patrimoine et que ça redevienne une cause nationale. Que les Français se réapproprient leur patrimoine. Pas que ça soit toujours cette idée que l'État va tout faire. Oui, l'État peut faire beaucoup, et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, 326 millions d'euros chaque année alloués au patrimoine, ce n'est pas rien. Et le ministère de la Culture fait formidablement son travail pour allouer et distribuer ces crédits. Ça, c'est une première chose. Il y a en plus 15 millions qui ont été, que Madame Nyssen avait réussi à débloquer pour les petites communes. Donc, on ne va pas se substituer à cela, mais on va aider. Parce qu'on est le premier pays visité au monde avec 90 millions de visiteurs, mais les gens viennent voir nos trésors. Ils viennent ni pour notre don des langues, ni pour notre sourire. Donc, ils viennent pour voir nos trésors. Alors, au moins qu'ils soient en bon état. Vous pensez que notre sourire, oui, peut-être. Peut-être dans les territoires. À Paris, c'est plus difficile.
Oui, oui, oui. Je sens que j'aurai ma tête au bout d'une pique avant la fin de la séance. Non, pourquoi? Non, mais je vis à Paris, je suis très heureux d'être parisien, le problème n'est pas là, mais c'est un rééquilibrage est nécessaire. Et donc, je poursuis donc, sans note, peut-être vous allez trouver mon propos un peu décousu, mais ce qui était important, c'était donc que 250, plus les 18, enfin au total il y en a 269, soit soutenu pour créer un choc, pour montrer aux Français que oui, nous allons faire en sorte que nous sommes tous collectivement et individuellement les dépositaires de ce patrimoine. C'est pas à l'État de le faire, c'est pas aux propriétaires privés de le faire. Ils le font dans la mesure du possible. Mais je suis le premier à rappeler une chose, c'est que vous savez que on parle toujours de la défiscalisation pour les propriétaires privés. Ah, mais les propriétaires privés, ils peuvent défiscaliser. Mais ils défiscalisent quoi quand ils n'ont pas le premier euro pour faire les travaux? Vous défiscalisez comment? Alors, à part 2-3 qui ont acheté pour faire une bonne affaire et qui ont arrêté de le faire à cause de l'année blanche, comme vous le savez, et qui, d'ailleurs, je m'en suis entretenu beaucoup et j'ai été soutenir les GMH qui vont annoncer dans les prochains jours que grâce à la mission patrimoine et au loto du patrimoine, ils ont maintenu leur chiffre d'affaires miraculeusement dans cette année blanche où on ne peut plus déduire les travaux. Donc les propriétaires sont exsangues, n'y arrivent pas. Et donc on a pu présenter une liste au comité de sélection et il se trouve qu'il y avait pour 64%, je crois, de monuments qui appartenaient à des collectivités territoriales, communes, départements, régions, et pour j'ai le chiffre exact, mais je crois que c'est un document qui a été rendu public, mais ma mémoire me fait défaut, je peux vous donner le chiffre exact. Je crois qu'il y a une vingtaine de pourcents, oui, exactement, les privés, ça représente 25%. Et la nature des propriétaires, 25% de propriétaires privés, 11% des associations et 64% ce sont des collectivités publiques. Donc il y a eu vraiment on a privilégié volontairement pour aider, pour secourir tous ces maires des petites communes qui se trouvent, qui nous écrivaient, qui inscrivaient leur site sur leur monument sur la plateforme participative en disant « Nous, notre église, on n'y arrive pas ». Et avec les Comcom, ça s'est encore aggravé parce que des présidents de communautés de communes nous écrivaient en disant voilà, j'ai 8 églises à sauver, c'est celle du 19e qu'on va devoir démolir parce qu'elle a moins d'intérêt architectural, mais on n'y arrive pas. Donc chaque fois que je pouvais, j'appelais les maires, je leur disais non, ne faites rien, on va trouver une solution, je vais vous aider. Enfin, j'avais l'impression d'être... Et puis j'ai créé, je crois, un lien direct avec tous ces élus du terrain, avec les Français. Autrefois, on me disait, on adore vos émissions. Maintenant, on me dit dans la rue, bravo pour ce que vous faites pour le patrimoine. C'est vous dire que c'est une cause qui touche les gens. Alors, voilà comment on a procédé. Le comité de sélection a été simple. C'était beaucoup le chef de l'État, d'abord, et son épouse, je le dis. C'était un engagement de sa part. Il a voulu, mais on lui a présenté des projets qui étaient déjà faits. Il les a validés, si je puis dire. On a travaillé beaucoup avec la Fondation du patrimoine, avec la Française des Jeux, parce que la Française des Jeux a tout de suite été partenaire, dans la mesure où le loto patrimoine était l'idée que j'avais proposée, et que j'ai reprise du reste de François de Mazières, qu'il avait lui-même lancé il y a 20 ans, et qui reprenait déjà une idée qui existe très bien en Grande-Bretagne, qui s'appelle le National Trust Lottery. J'ai simplement été voir le ministre des Comptes publics en lui expliquant pourquoi il y avait une vraie légitimité à créer un loto patrimoine. C'est comme vous le savez, François Ier avait importé cette idée d'Italie à la Renaissance, dont on fête le 5e centenaire cette année, et pour construire des monuments. L'Église, à l'époque, le lui a interdit parce que les jeux d'argent, évidemment, ça c'est toujours un débat, d'ailleurs, 5 siècles plus tard, qui est toujours là. On pense toujours que ça va ruiner les gens, parce qu'on va les inciter à jouer. Surtout à 15 €, évidemment. Donc on les incite à acheter de plus en plus de tickets à 15 €. Donc j'ai expliqué ça au ministre des Comptes publics, il m'a dit non, vous avez raison, à 2 € ça peut les ruiner. À 15 €, oui, ils vont faire attention, ils ne vont pas en acheter trop. Donc il y avait déjà cette barrière de l'Église il y a 5 siècles.
Mais ensuite, Louis XV avait repris cette idée pour construire l'église Sainte-Geneviève qui est devenue le Panthéon et pour construire l'école militaire de Paris. Et donc, d'ailleurs, en passage, pour l'anecdote, Casanova s'était servi au passage en allant voir des dames un peu âgées qu'il courtisait et qui lui donnaient leurs économies, mais qui ne voyaient pas le ticket de loterie. Et encore, il n'y a pas très longtemps... Pardon ? Oui, elle voyait d'autres cadeaux. Mais il n'y a pas très longtemps, je suis allé faire une émission à Arras et à Valenciennes. Eh bien, savez-vous que le musée des Beaux-Arts de Valenciennes a été construit en 1904 grâce à une loterie, grâce à un loto local. Et donc, vous voyez, ce loto, j'ai été voir le ministre des Comptes publics en lui disant, écoutez, ce que le loto a permis il y a des siècles pour construire les monuments, le loto peut aujourd'hui sauver ces monuments en péril. Mais évidemment, le loto, et on en parlera peut-être par vos questions, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est simplement la face la plus visible de ce qu'on peut faire, parce que ça impacte considérablement l'esprit des gens. Les gens ont retenu. La Française des Jeux a fait une enquête. 86% des Français ont répondu qu'ils adhéraient à cette idée du loto patrimoine. Et d'ailleurs, puisqu'on en est au premier chiffre, le tirage des journées du patrimoine a été en augmentation de 30% par rapport à un tirage normal du loto. Un tirage qui, je le rappelle, avec des grilles à 3 €. Donc on est, contrairement à ce qu'on a voulu raconter, que c'était très cher, c'est 3 € la grille, eh bien 30% de jeux supplémentaires. Quant au ticket de grattage, qui était à 15 €, donc très cher, volontairement très cher. Pourquoi volontairement très cher? Ce n'est pas à moi de m'en expliquer, c'est plutôt à la Française des Jeux de nous expliquer, mais je me fais le relais volontiers devant vous. C'est de dire que c'est plus attractif pour les joueurs, puisque 73% des sommes sont reversées aux joueurs. N'oublions pas que c'est un jeu d'argent. Et moi, j'expliquais aux gens que s'ils veulent faire un don défiscalisé à la Fondation du patrimoine, soyez les bienvenus. 15 €, vous les envoyez à la Fondation du patrimoine, on vous renvoie un reçu CERFA et vous avez dépensé l'argent de la même façon, mais vous ne pouvez pas ensuite gagner un château, vous voyez. Donc, c'est simplement... mais à côté de ça, j'ai vu des jeunes filles, par exemple, c'était très touchant parce que j'ai vu une jeune fille de 22 ans qui a pu payer ses études grâce au loto patrimoine puisqu'elle a gagné 1,5 million. Elle est l'une des 9 millionnaires. Et elle l'a fait parce qu'elle a dit « moi, je veux aider le patrimoine ». Donc oui, il y a une volonté, en tout cas, d'aider le patrimoine. Et celui qui a gagné le tirage, il a gagné 13 millions d'euros. C'est un monsieur qui est dans l'Ariège et qui, toute sa vie, a restauré des églises, qui n'était jamais venu à Paris. Jamais. Jamais. C'était très émouvant de le rencontrer. C'est-à-dire que toute sa vie, il a sauvé le patrimoine comme restaurateur de vieilles pierres. Il joue au loto patrimoine par un geste philanthropique. C'est la raison pour laquelle je me suis battu contre les taxes. C'est que les gens ont pensé qu'ils faisaient un geste pour le patrimoine. Alors ensuite, ils ont découvert qu'il y avait que sur les 15 €, 1,50 € seulement qui allait à la Fondation du patrimoine. Certes, mais les autres, le principal, les 73% de la somme, comme je vous l'ai dit, allait aux gagnants. Un ticket sur 3 était gagnant. Ce qui a plus choqué les gens encore, c'est le 1,04 € en taxes. CRDS, CSG, TVA et puis l'aide au sport. C'est-à-dire si chaque fois qu'on joue pour le sport, on reversait un pourcentage pour le patrimoine, je ne dirais rien, voyez-vous. Mais c'est jamais le cas. C'est toujours tout va pour le sport. Je n'ai rien contre le sport. Mais franchement, on peut pas à la fois dire que le patrimoine est une grande cause nationale et ensuite, eh bien, ne pas tout donner. Et moi, j'avais une ambition, c'était de dire aux gens, je m'en tenais à ma parole vis-à-vis des Français, c'est que le 1,50 € qui allait au patrimoine, c'était la part de l'État. J'avais oublié le 1,04 €. Donc au total, il y a 1,54 € qui est la part de l'État. Et moi, je demandais à ce qu'on s'engage à ce que toute la part de l'État aille au patrimoine. C'est assez logique, puisque de toute façon, le patrimoine est sous la responsabilité de notre État.
Et donc, il y avait là une vraie convergence, enfin une vraie logique. On m'a répondu qu'on ne pouvait pas créer de précédent. Vous avez suivi les débats. Vous avez eu le courage de voter l'exonération des taxes. Je trouvais l'idée formidable. J'ai été voir le ministre concerné qui m'a dit qu'il ne s'y opposerait pas à l'Assemblée nationale. Et finalement, ils s'y sont opposés. Je me suis permis, et je le dis puisque c'est filmé, je le dis, j'ai appelé ou j'ai écrit à tous les députés qui avaient voté contre à l'Assemblée nationale en leur disant « Je ne comprends pas, vous avez passé votre année à m'écrire, à me demander de venir sauver les monuments de votre circonscription, et quand moi, pour une fois, je vous demande d'exonérer des taxes qui sont insupportables, surtout en cette période, aux yeux des Français. C'est 14 millions d'euros. Ces 14 millions d'euros, vous savez ce qui va se passer, puisque vous le savez pour 2018. Ils ont été compensés à hauteur de 21 millions d'euros, à juste titre par notre excellent ministre de la Culture, Franck Riester, à qui je rends hommage, parce qu'il a vraiment fait le travail qui s'imposait, d'aller voir le ministre des Comptes publics en disant « là, on ne peut pas ». C'est vrai que j'avais appuyé sa demande en haut lieu, mais en disant « il faut compenser ». Ils ont compensé à hauteur de 21 millions d'euros. Mais c'est 21 millions de taxes. Il faut le dire aux gens. C'est du dégel de crédits congelés. Donc j'ai écrit cette phrase dans Le Monde, c'est qu'au bout d'un moment, vous savez, il y a comment dire, à force de congeler, de dégeler des crédits, ils finissent par être impropres à la consommation. Hein, ça finit par devenir un petit problème. Hein. Donc moi, ça me pose un problème parce que on a commencé à débloquer les crédits dans la partie de la Fondation du patrimoine. Enfin, la Fondation du patrimoine a commencé à verser les sommes promises en fonction des demandes qui lui avaient été soumises, eh bien, aux monuments qui sont en priorité non protégés. Pourquoi ? Puisque le dégel des crédits, comme c'est versé par les DRAC et par l'État, ne pouvait aller qu'aux monuments qui sont monuments historiques protégés, inscrits ou classés. Sauf que ce sont ceux-là qui s'inquiètent, qui se sentent frustrés, parfois déçus, qui parlent dans les journaux, qui s'expriment lorsqu'on leur tend un micro et qui disent on n'a pas reçu assez. J'ai entendu un maire ici qui avait reçu que 60 000 euros, ce qui est déjà pas mal quand même pour les temps qui courent, mais qui se plaignait, qui attendait une manne supérieure. Mais évidemment, c'est des crédits maintenant, puisque l'État a repris sa part. Et l'État va les distribuer, mais d'abord c'est par les DRAC. C'est en train de bouger parce que, comme vous le savez, il y a une loi qui a été votée l'été dernier. Je l'ai découvert, c'est mon expérience maintenant, où j'aurais dû m'intéresser aux alinéas dans les lois qui sont, comme tout citoyen, je devrais davantage m'y intéresser. Comme quoi, quand vous avez alloué un crédit, vous ne pouvez pas en rajouter sur le même monument. Il faut attendre l'année suivante. Et donc finalement, c'est en train peut-être de changer, ça va se régler dans les jours qui viennent. Mais tout de même, on n'a plus la main, la Fondation du patrimoine n'a plus la main sur ces crédits, sur ces 21 millions dégelés. Donc ça change tout. C'est-à-dire que c'est le circuit long maintenant des DRAC qui vont... parce que l'avantage de la plateforme et donc de la Fondation du patrimoine, c'est que eh bien, vous présentez les factures des travaux pour lesquels vous nous avez alertés, eh bien, sur présentation des factures des travaux réalisés, on vous rembourse. Et ça, c'est quelque chose que les gens comprennent. Mais honnêtement, moi qui vis avec les gens, qui, franchement, je ne crois pas être un animateur hors sol, eh bien, franchement, les Français me disaient dans la rue, « Ah non, mais les taxes, moi, je jouerai plus à votre loto si c'est pour que l'État se gave. » Et donc, comment je peux expliquer après aux Français que l'État va continuer à prélever les taxes? C'est la raison pour laquelle je remercie encore une fois le Sénat d'avoir pris les devants et pour 2019 d'avoir voté l'exonération des taxes. Cette chose-là a été retoquée, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale pour ne pas créer de précédent. Mais de précédent, d'abord, il y a toujours des exceptions qui confirment les règles, on le sait. Et puis après tout, c'est un loto exceptionnel. On ne peut pas le ranger dans les jeux d'argent. C'est un loto exceptionnel à vocation philanthropique pour le patrimoine. Donc de toute façon, ce patrimoine est à la charge de l'État. Et donc ce que les gens n'ont pas compris, c'est que l'État prend dans une poche des taxes et ressort d'une autre poche, eh bien, le montant de taxes
mais qui vont être sous forme d'une enveloppe compensatoire de crédit qui avait été congelée et qui vont être dégelés. Pardonnez-moi, mais à l'heure où les Français réclament sur les ronds-points l'arrêt de cette technostructure, ils ne peuvent pas comprendre que cette technocratie-là, et moi le premier, j'ai du mal à le comprendre. Alors, je trouve que là, il y a un manque de sens politique. Tout simplement, je l'ai dit. D'ailleurs, avec Guillaume Poitrinal, on a publié cette tribune dans Le Monde pour alerter. Parce que je veux avant tout sauver l'année 2. C'est-à-dire que c'est bien de... Vous avez demandé, d'ailleurs la mission Flash l'a demandé aussi, qu'on pérennise le loto du patrimoine. Mais ce qui a fait la pérennité du loto du patrimoine en Angleterre, c'est qu'il est exonéré de taxes. C'est-à-dire que partout ailleurs en Europe, on exonère de taxes. Parce qu'on dit, attendez, c'est le patrimoine, vous vous rendez compte, c'est le patrimoine. Mais en France, vous dites c'est le patrimoine, oui, donc c'est ça que j'essaye, et devant vous, je sais qu'ici vous vous sentez concerné, c'est qu'on ne peut pas afficher en permanence une volonté de défendre le patrimoine, et quand il s'agit de voter les lois et de voter, voilà, de le mettre en application, il n'y a plus de... on dit on ne peut pas créer de précédent, vous imaginez, qu'est-ce qu'on va dire? Dans ce cas-là, on m'a dit oui, mais tout le monde va demander son loto. Mais non, justement, le loto a une légitimité, c'est le patrimoine. Revenons aux fondamentaux, revenons à l'histoire. On n'a jamais créé de loto pour le sport. Le loto sportif. Mais le loto a été créé à l'origine pour le patrimoine. Donc il y a une vraie légitimité historique. Donc depuis, on l'a. Donc je ne vois pas pourquoi le loto patrimoine irait en plus enrichir le sport. Non mais, pardon, mais... Et je suis pour que tout le monde ait accès au sport. Je suis un défenseur du sport. Mais je ne veux pas opposer le sport au patrimoine, mais simplement, à partir du moment où on me confie une mission pour défendre le patrimoine, laissez-moi aller au bout de ma défense. Résultat de 2018, je peux vous annoncer que nous avons récolté 40 millions d'euros. 21 millions... un peu plus même, parce qu'il y a les 21 millions de crédits dégelés, 22 millions pratiquement de la Fondation du patrimoine par le loto du patrimoine, plus de 5 millions d'euros du mécénat. Donc tout ça fait un peu plus. Et je crois que c'est important de le souligner, c'est-à-dire que oui, il y a là... une somme conséquente qui va être allouée à des petites églises, à des ponts, à des lavoirs, à des fontaines, je vois les premiers échafaudages. Je serai à la rotonde de Montabon à Montval-sur-Loire vendredi matin. Je serai dans 15 jours au Théâtre des Bleus de Bar à Bar-le-Duc, où 3 jeunes ont porté ce projet de restaurer un théâtre à l'italienne de 1908. C'est du patrimoine du XXe siècle. C'est bien de les soutenir. Et chaque fois, si vous voulez, quand je vois la couverture médiatique de la PQR, et vous-même qui êtes, pour la plupart, en dehors des élus parisiens, pardon, mais pour les autres, qui avaient cet ancrage territorial, vous savez combien la PQR a été attentive à ce qui se passe dans le patrimoine. Jamais on n'a autant parlé de patrimoine. Jamais. Je ne sais pas si j'y suis pour quelque chose, peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir créé un élan qu'on ne peut pas laisser retomber. C'est notre responsabilité de citoyen. On ne peut pas laisser retomber cet élan populaire. Par contre, il faut qu'on évacue tout ce qui peut poser problème, tout ce qui est problématique, tout ce qui est, j'allais dire, polémique. Peut-être qu'on peut se poser la question de la part qui revient au patrimoine sur les tickets de grattage. Est-ce que 15 € c'est trop? Est-ce qu'on doit faire un autre? Ça sera à la Française des Jeux de répondre à cette question. Vous voyez, toutes les questions sont légitimes en la matière. C'était une première année, c'est un coup d'essai. On a vu que ça a marché, on a vendu 12 millions, enfin c'est la Française des Jeux, j'ai l'impression de me substituer à elle. Elle a gagné de l'argent, pardon de le rappeler. La Française des Jeux qui nous regarde, oui, a gagné de l'argent. Elle a d'ailleurs annoncé ses chiffres en disant que les chiffres étaient excellents pour l'année dernière. Donc on a préparé la toilette de la mariée pour la privatisation. Eh bien, les chiffres étaient excellents grâce notamment au loto du patrimoine. Je suis heureux d'y avoir contribué, sans toucher un centime. Et il n'y a aucune amertume de ma part. C'est simplement de ma façon un peu humoristique de rappeler que
je peux d'autant plus dire la vérité et dire ce que j'ai sur le cœur, ce que je pense. Je suis d'autant plus libre que je suis le seul à qui ça n'aura rien rapporté, à part peut-être la considération j'espère, de mes concitoyens et le sentiment de faire œuvre utile pour mon pays. C'est la seule chose qui m'anime et qui m'habite, c'est de me dire, j'ai vu tous les élus. Ici, par exemple, vous avez été parfaitement... J'ai vu Philippe Bas, par exemple, qui m'a parlé de l'abbaye de Mortain. J'ai vu un certain nombre de sénateurs qui m'ont tous alerté sur ce qui se passait dans leur territoire. Et ensuite, Madame la Présidente, je vous ai vu régulièrement parce que vous avez été en pointe, et Jean-Pierre Leleux aussi, vous avez été en pointe pour défendre ce projet. Donc oui, le loto patrimoine est un succès. Ce que je veux développer en 2019, c'est d'abord, oui, réussir l'année 2 du loto patrimoine, et ensuite, actionner davantage le mécénat. Je suis allé voir un certain nombre d'entreprises en leur disant, écoutez, vous avez dépensé beaucoup d'argent pour soutenir un monument dans notre belle capitale pendant des années. Ça ne se voit pas parce que la presse nationale n'en parle pas. En revanche, si vous nous aidiez sur le plan territorial, avec vos filiales, avec tout ce que vous faites sur les territoires, à aider les monuments, les églises par exemple, ou le vernaculaire un peu partout, eh bien, vous auriez sans doute une visibilité plus grande grâce à la PQR, grâce notamment à vos relais, c'est-à-dire que ça crée de la fierté chez vos salariés aussi qui sont dans les régions de pouvoir dire oui, on a aidé. Alors pour cela, il y avait un certain nombre de choses aussi, peut-être relever le plafond pour le mécénat des PME, PMI et pour des ETI aussi. Ça a été fait, je crois, en partie. On était à 5 pour 1000, c'est-à-dire on s'est monté à 10, oui, 10 pour 1000. C'est ce qu'il faudrait, par contre, ce qui n'a pas été encore fait, c'est pour les ETI. Parce que j'ai vu le président des ETI et qui a donné notamment 1,5 million pour une église et qui me dit, moi je suis prêt à doubler, mais je suis plafonné. Donc on n'a pas encore déplafonné pour le mécénat des ETI. Mais ça serait important, vous voyez, c'est des petites choses qu'on voit sur le terrain et qui nous permettent de dire on peut encore faire davantage. Donc ce qu'il faut, voilà, pour conclure, en tout cas sur la mission, la première année, c'est que d'abord il y a encore de grands besoins. La mission continue, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui inscrivent des monuments et que l'idée que j'ai développée avec la Fondation du patrimoine, c'est de ne pas s'arrêter là. Oui, il y a des monuments qui ont été entièrement rénovés avec l'argent du loto patrimoine. Vous savez, quand un lavoir demande 30 000 €, ils ont été donnés et le lavoir est restauré. Quand c'est on a répondu, aux demandes de financement. Des gens nous ont demandé de financer une première tranche. Les gens ont demandé de financer, parfois c'est 10 000, 20 000, 50 000. Quand on a pu le faire, on l'a fait, évidemment. En revanche, ce qui est plus complexe, c'est quand c'est une première tranche, comme à la rotonde de Montabon, où on a donné quand même près de 400 000 €. Ils disent, oui, mais maintenant, il y a la deuxième et la troisième tranche. Eh bien, je pense qu'on ne va pas les abandonner. Je crois qu'aujourd'hui, on a pris conscience qu'on va voir combien de monuments nouveaux en péril, mais nouvellement inscrits sur la plateforme vont apparaître ces jours-ci. Mais je pense qu'on peut continuer à faire monter d'abord des monuments qui étaient dans le maillage territorial de 2018, les monter en première division, c'est-à-dire qu'ils deviennent emblématiques selon les 13 régions en 2019. Et ensuite, continuer à aider les monuments en 2019, les monuments qu'on a déjà commencé à aider en 2018. Donc ça, c'est mon objectif, c'est de pousser le mécénat, de faire en sorte que, par exemple, il y a des monuments qui sont des gros morceaux. J'ai par exemple j'ai en tête un château dans l'Ain où on a besoin de 11 millions €. Eh bien, j'ai été voir des entreprises en disant, écoutez, le loto n'y arrivera pas. Par contre, vous avez les moyens. Mettez la région, le département, la communauté de communes, mais je peux vous trouver une ou deux entreprises et j'essaye de faire du go-between entre des entreprises et des monuments qu'ils peuvent aider. Donc j'essaye de faire cela et puis parallèlement, pour vous tenir informé de ce que j'ai fait, je suis allé voir Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, et on a déjà plusieurs copiles,
comités de pilotage. Je deviens un expert maintenant dans tout cela. Oui. Des comités de pilotage, on a avancé bien pour un monument. Alors ce sont des gros monuments, des monuments qui appartiennent à l'État ou aux grandes collectivités territoriales et que l'on va essayer de transformer. En tout cas, on travaille maintenant sur la faisabilité pour les transformer dans ce qu'on appelle le nom de code, c'est Relais de France. C'est en fait les poussadas ou les paradors à la française, c'est-à-dire des hôtels 3 étoiles qui permettraient dans des centres-bourgs ou dans des centres-villes, par exemple, on a Lisieux, on a un certain nombre, ce sont des gros morceaux, hein, des palais archiépiscopaux, c'est des casernes, comme on l'a fait à Sedan, la forteresse de Sedan, les transformer en hôtel 3 étoiles accessible à tous, là où il y a un vrai marché touristique. Et donc là, on y travaille avec François Bachy, qui s'est vu confier aussi cette mission, et qui est le directeur du Centre de la mode, qui s'est vu confier cette mission par la Caisse des dépôts et consignations. Et avec Sophie Ferracci, on travaille tous les trois et toutes les délégations régionales pour faire avancer ce projet. Ça, j'allais dire, c'est un corollaire de ma mission, mais je suis ça de près parce que je pense que c'est une idée qu'on devrait développer, parce que l'État a sur les bras des monuments dont il n'a que faire. Vous savez, je vous donne un exemple, je suis allé voir un archevêque il n'y a pas très longtemps, qui vit dans un palais archiépiscopal, il vit dans un deux pièces cuisine, parce qu'évidemment l'église maintenant vit chichement, et il ne peut pas faire plus ni moins que le pape. Donc évidemment, sauf qu'un monument, un grand palais inhabité, a plus de difficultés, on ne le chauffe plus, donc on ne l'entretient plus. Donc il a un certain nombre de difficultés. Et donc, qu'en faire? Est-ce qu'on ne peut pas lui assigner une nouvelle mission? Et je pense qu'il va falloir que dans les années qui viennent, on réfléchisse sur la nouvelle vocation du patrimoine. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit restaurer tout le patrimoine simplement pour qu'il soit hors d'eau, qu'il ne soit plus en péril? Ou est-ce qu'on ne peut pas en même temps essayer de réfléchir à ce qu'on va en faire? Dans les monuments emblématiques, vous avez vu, il y a le couvent des Sœurs de Tréguier en Bretagne. Eh bien, autrefois, c'était de la charité chrétienne, puisque c'était des Sœurs du Christ qui avaient ce couvent. Eh bien là, on en fait un centre pour autistes. On reste dans une vocation qui est caritative, humanitaire, sociale, de solidarité nationale. Je trouve que là, il y a quelque chose à développer. C'est-à-dire que le patrimoine peut avoir une nouvelle vocation. On peut sauver les murs, on peut sauver le patrimoine, mais en lui assignant aussi une nouvelle vocation qui corresponde à l'ère du temps. Moi, je ne suis pas pour qu'on fossilise le patrimoine, qu'on le maintienne sous cloche en disant « Ah, il ne faut pas y toucher. Regardez, on vit très bien dans un monument comme ici. Et vous voyez, on peut se réunir. On n'est pas du tout fossilisé. » Voilà, Madame la Présidente, est-ce que j'ai peut-être par avance répondu à des questions, mais sans doute, cher Stéphane. Merci, votre enthousiasme est réellement contagieux, je dois dire. Nous étions déjà très mobilisés, mais là, je crois qu'on va ressortir dopés pour pouvoir aborder cette année 2019. Alors, je vais donner la parole pour commencer à notre collègue rapporteur des crédits de la mission patrimoine, Philippe Nachbar, qui est élu du Grand Est, élu régional, qui s'occupe aussi pas mal de patrimoine dans cette région. J'ai oublié de dire, vous avez parlé des dispositifs de défiscalisation encourageant les entreprises à investir dans le patrimoine. Alain Schmitz interviendra après. Il a commis pour notre commission un très bon rapport pour faire un état des lieux des questions de mécénat, et avec des propositions extrêmement fortes. Puis Dominique Verrien, que j'ai présenté tout à l'heure, qui est à la Fondation. J'ai oublié de dire qu'Alain Schmitt est également délégué régional de la Fondation dans les Yvelines. Et après, il y a un certain nombre de collègues qui ont demandé la parole, et bien sûr, je vais leur donner. Alors, on y va. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord faire une remarque qui complète ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a une quinzaine d'années, deux sénateurs, Philippe Richert
et moi avions fait un rapport sur le financement du patrimoine où nous proposions de faire, à l'instar de ce qui se passe en Grande-Bretagne ou en Italie, avec le Toto Calcio, un loto du patrimoine. La réponse des services de l'État, dirons-nous, pour ne mettre personne en cause, a été c'est une très bonne idée, mais techniquement totalement irréalisable. Bien. Donc félicitations d'avoir réussi à soulever c'est le rocher de Sisyphe que vous avez réussi à stabiliser en haut. Parce qu'aujourd'hui, on a un loto du patrimoine, ce que le Parlement, il y avait eu d'autres rapports, François de Mazières l'avait demandé aussi, n'avait pas pu obtenir. Donc ça, c'était une remarque en incidente, un peu humoristique, mais sur le fond sérieuse. Moi, j'avais simplement deux questions à vous poser. La première concerne les prochains lotos du patrimoine, puisque le système est pérennisé. Je m'inquiète un peu, notamment j'ai vu un écho dans le bulletin quotidien sur la mission flash de l'Assemblée, d'un éventuel élargissement du champ d'application, où on commence à parler de projets structurants sur le plan territorial, ce qui ne veut évidemment rien dire, et où on commence à dire qu'il faudrait peut-être aussi conforter le patrimoine mobilier. Bon, il y a déjà tellement à faire avec le patrimoine historique immobilier, qu'il appartienne à des collectivités ou aux particuliers, que je ne vois pas la nécessité d'élargir encore, sachant que les sommes sont importantes, mais ne peuvent pas non plus être extensibles à l'infini. Donc quelle sera votre position sur une éventuelle modification du champ d'application du loto du patrimoine? Et puis la deuxième remarque ou question que je voulais faire, parce que je suis aussi conseiller régional du Grand Est et je m'occupe du patrimoine dans le Grand Est, ne pensez-vous pas qu'il serait bon aussi d'associer encore plus les assemblées régionales qui, pour la plupart, la quasi-totalité maintenant, financent le patrimoine? Le Grand Est finance tout le patrimoine, classé, non classé, à travers un fonds spécifique. Donc ne pensez-vous pas qu'on pourrait peut-être les associer encore plus à l'opération qui est menée? Voilà les deux remarques que je voulais faire et encore une fois me réjouir de ce que le loto du patrimoine ait permis cette année de faire de très très belles opérations. Merci. Alain. Alors, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises, notamment pour le domaine de Méréville, pour nos collègues de l'Essonne, avec une opération de lancement par le président du conseil départemental. Et c'est vrai que j'ai un peu une double casquette en tant que fondation du patrimoine et sénateur. Alors, j'avais déjà des questions à vous poser, vous y avez répondu. Donc, j'ai considéré qu'elles étaient nulles et non avenues. Alors, je voulais simplement apporter peut-être deux témoignages. Le premier, c'est vous remercier de ce que vous avez dit sur les ingénieries départementales, enfin administratives et départementales. C'est ce que j'ai pu faire durant 3 ans dans le département des Yvelines et justement en direction des monuments protégés, qu'ils soient classés cas ou inscrits, parce qu'en effet les communes n'ont pas les moyens d'action pour constituer ces dossiers. Et ceci a été fait dans les Yvelines. C'était la seule agence départementale d'ingénierie existant en région Île-de-France. Et je pense qu'en effet il faut inciter un maximum de départements à monter ce type de projet parce que c'est très efficace pour la sauvegarde de notre patrimoine. Et nous avons d'ailleurs innové puisque nous allons faire un carnet de santé pour chacun des monuments à l'effet de savoir la nature des travaux quand il y a des travaux à réaliser d'urgence pour éviter que l'édifice ne se dégrade. Et ça, c'est une bonne chose, totalement prise en charge par le département. Donc c'était une pierre que je voulais apporter à votre réflexion. Et puis la seconde observation que je voulais faire, c'est vous rendre hommage parce que au-delà de ce que vous avez su susciter au sein de la population, au sein des communes, vous avez pu débloquer des situations qui jusque-là nous apparaissaient définitivement bloquées. Et notamment le projet emblématique, la Villa Viardot, dans laquelle vous êtes déplacé à plusieurs reprises et vous avez accueilli le président de la République et son épouse, alors donc en 2018 à l'occasion des Journées du Patrimoine. Eh bien, était une situation totalement bloquée car cette Villa Viardot dont vous avez beaucoup parlé était la propriété de la commune de Lasselles-Saint-Cloud, or en fait sur la commune de Bougival. Situation totalement inextricable, chacun des maires voulant rester patron chez lui et donc n'acceptant pas d'un bail amphithéotique, j'allais dire, qui a pu être consenti. Donc l'impact, et je parle devant notre présidente et devant tous mes collègues, l'impact de la mission Berne peut véritablement déplacer les montagnes. Ce que nous avions cru comme impossible, et bien, grâce à vous, a pu être réalisé. Donc je voulais vous en rendre hommage et vous remercier. Ben, c'est moi qui vous remercie. Dominique Verrien. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, merci Monsieur Berne, parce que je fais partie de tous ces Français qui vous disent merci pour ce que vous faites pour le patrimoine. Il est vrai qu'on n'a jamais autant parlé de patrimoine que grâce à ce loto. Et je trouve, alors siégeant en plus à la Fondation du patrimoine, mais que c'est effectivement une bonne façon d'avoir un ancrage territorial que de travailler avec la Fondation du patrimoine et sa cohorte de bénévoles, malheureusement pas assez nombreuses, et on fait toujours des appels pour trouver plus de gens pour pouvoir accompagner les projets, parce que voilà des gens qui
eux aussi bénévolement, accompagnent les communes ou les propriétaires d'ailleurs à monter des dossiers pour essayer de sauver leur patrimoine. De la même façon, une bonne partie de mes questions a trouvé réponse dans votre intervention. Je voulais quand même faire un commentaire sur les DRAC, hein, qui sont souvent, enfin en tout cas dans ma région, qui aident plutôt des bâtiments classés, ce qui pourrait expliquer qu'un certain nombre passent effectivement sous leur radar, puisque on le sait, nous avons énormément de patrimoine architectural dans nos communes, dans nos campagnes, et que tout n'est pas classé, heureusement pour l'État d'ailleurs, je pense. Ensuite, je voulais m'intéresser aux 250 autres qu'emblématiques, puisque a priori, donc, il y a un peu plus de 40 millions, 45 millions qui ont pu être collectés. Au début de la collecte, enfin au début du loto, il semblait que les projets retenus, c'était 54 millions. Donc j'ai bien entendu qu'un certain nombre pourrait continuer à être encore inscrits, mais est-ce que effectivement, est-ce que cela avance également, et est-ce qu'il n'y a pas de projets qui sont un peu laissés au bord de la route, hein. Donc voilà. Et ensuite, quand est-ce que vous faites la future sélection et quelle est quelle est la composition de la commission? J'ai cru comprendre donc qu'il y avait a priori le couple présidentiel, vous-même naturellement, Fondation du patrimoine, Française des Jeux, enfin là pour le coup sur cette composition. Et quand est-ce qu'elle se réunit? Quand est-ce qu'il faut que tout le monde ait déposé ses dossiers? Voilà, une première série de questions. Première salve. On recommencera avec Marie-Pierre Monnier tout à l'heure. Alors, monsieur le rapporteur, d'abord, merci de votre question. Sur les assemblées territoriales, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut qu'on revienne vers le local, vers le territorial. Le but de la mission, à l'origine, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était de faire en sorte qu'on réconcilie les Français avec leur ruralité. On l'oublie, c'est un chiffre que j'ai toujours en tête, la moitié de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants. La moitié. C'est considérable. C'est ce qui fait vivre des villages entiers. Moi, il se trouve que j'ai un laboratoire qui a été ma propre expérience de restaurer un monument. Forcément, vous êtes obligé d'embaucher des gens ensuite pour le faire vivre, pour l'ouvrir au public, donc vous créez de l'emploi. Ensuite, à partir du moment où vous êtes installé, que vous ouvrez un monument, les gens disent « Ah ben tiens, on va ouvrir une auberge ». Donc il y a une auberge qui s'ouvre. Et puis ensuite, il y a des commerces. Voilà, et donc moi j'ai la chance maintenant de vivre dans un village où il y a énormément de commerces parce qu'il y a un monument qui tourne, qui est ouvert, etc. C'est ce que j'essaye de dire, là où vous pouvez nous aider avec les assemblées territoriales, c'est peut-être faire prendre conscience aux maires, à tous les maires de France de cette importance. Parce que je crois que là où il y a encore un déficit, c'est peut-être pour convaincre tous les maires. C'est la raison pour laquelle je me suis opposé, comme vous le savez, à certaines dispositions de la loi Elan. C'est quand on dit il faut s'en remettre au bon goût des maires, hein, pour savoir si on va protéger ou pas. Ben, vous savez, quand on fait un contrat, c'est comme quand on fait une loi, c'est pour prévoir le pire, toujours. Ça veut pas dire que le pire va arriver, mais c'est pour le prévoir. Et donc, c'est trop facile maintenant de dire « Ah ben regardez, c'était vétuste, ça allait s'effondrer, j'ai dû le détruire ». Donc, je crois et je me bats dans un certain nombre de villes, dans un certain nombre de régions pour dire aux maires « Mais attendez, tous les habitants ont le droit de vivre dans un immeuble rénové, un immeuble historique rénové, réhabilité. Oui, ça vous coûtera plus cher. Mais est-ce que les gens n'ont pas le droit aussi? Ça doit être réservé à des bobos, le fait d'habiter dans un immeuble historique et avec des poutres apparentes et des jolies moulures? Non. Ça peut être réservé à tout le monde, ce privilège-là, de vivre dans un endroit historique qui a été réhabilité. Donc, je pense que là, vous avez un rôle, c'est de convaincre partout les maires, de leur dire, écoutez, je veux bien que vous fassiez des lotissements où vous voulez, après tout, c'est votre droit. Mais franchement, votre centre-bourg, défendez-le. Et on va vous aider peut-être pour l'ingénierie administrative. Parce que ça, c'est encore un vrai problème. Moi, dans mon département, à chaque cérémonie des vœux, chaque année, ils viennent tous avec des dossiers et ils me disent je fais comment?
je ne sais pas quoi leur dire. Je ne peux pas remplir les dossiers de subvention à leur place. Or, quand la première subvention arrive, vous le savez bien, c'est un jeu de dominos ensuite. Elles arrivent toutes. Voilà, il y a la région, et puis il y a l'Europe, et puis selon si vous êtes... voilà, donc il y a une prime qui revient aux maires qui ont à la fois la connaissance des dossiers, la connaissance de cette ingénierie et l'envie. Alors maintenant, pour le mobilier, pour répondre... J'ai été beaucoup interrogé là-dessus par des gens qui m'écrivent notamment. C'est difficile d'y répondre. Je crois qu'il y a beaucoup à faire avec le patrimoine bâti. Je pense que c'est davantage à l'État de sauvegarder le mobilier. Maintenant, il y a une question qui se pose et je vais jeter un pavé dans la mare. C'est que souvent dans des monuments, on protège des œuvres d'art. Et donc, on exonère en France les œuvres d'art d'impôts. Il n'y a pas de taxe sur les œuvres d'art. Mais on n'exonère pas ce qui entoure l'œuvre d'art. Expliquez-moi pourquoi on n'exonère pas de droits de succession tous ces châteaux, par exemple, qui, en France, font que la France est devenue le premier pays pour le nombre de châteaux à vendre en Europe. Parce que les familles n'arrivent plus. Ce sont en général des familles qui ont beaucoup d'enfants et n'arrivent plus à maintenir ce patrimoine. Je pense qu'il y aurait un certain nombre de dispositions à prendre pour les monuments. Je mettrai quelques conditions, mais je vous lance l'idée des monuments ouverts au public en zone rurale, parce que évidemment, sinon les hôtels particuliers parisiens, bordelais ou ailleurs vont s'engouffrer dans la brèche. Mais en tout cas, pour des monuments ouverts au public en zone rurale, eh bien, on devrait, d'une certaine manière, les exonérer de taxes d'habitation et de droits de mutation, parce que c'est ce qui fait, c'est exact, c'est là. Toutes ces familles me disent, nous, on vend. D'abord, nos enfants n'en veulent plus, ils n'y arrivent pas. Or, et ce qu'on oublie, on parle toujours de défiscalisation, et je reviens. Est-ce que vous savez comment est née cette défiscalisation? Je me suis intéressé à la question. En fait, c'est que ça revient, la charge de ce patrimoine revient à l'État. Sauf que l'État s'est dit, on n'a pas les moyens d'entretenir tout ce patrimoine qui appartient à des familles. Eh bien, on va trouver une mesure qui leur permet de continuer, pour les remercier de le faire. Donc, ils vont continuer à le faire, mais on va leur permettre une défiscalisation. Il ne faut pas inverser les choses. Ce n'est pas un privilège qu'on donne aux familles ou aux propriétaires de défiscaliser. C'est que l'État se défausse sur eux de ce qu'il ne fait pas, c'est-à-dire de protéger ce patrimoine. Donc peut-être il faudrait s'interroger sur les œuvres d'art qui sont... mais dans un deuxième temps, il faut d'abord qu'on parvienne à sauvegarder l'ensemble du patrimoine bâti. Et je ne vous parle pas de mes croisades pour le patrimoine naturel qui est aussi menacé dans notre pays. Maintenant, pour répondre aux autres questions, merci, M. Schmitz, vous avez parlé évidemment, mais... encore une fois, vous devriez vous rapprocher du président des ETI, parce que j'ai vu tout le board, tout le comité des ETI, ils sont désespérés parce que chaque fois, ils sont entre les deux. Et eux ont de l'argent, et ce sont des familles, vous savez, ce sont des entreprises qui appartiennent à des familles dans lesquelles il y a cette tradition historique de défendre le patrimoine. C'est-à-dire qu'on transmet l'entreprise de génération en génération, et ils ont ce sens de la transmission, et donc ils aimeraient faire beaucoup plus pour le patrimoine, et ils ne peuvent pas. Enfin, le comité de sélection, pour répondre directement à cette question, eh bien, la mission Berne, la plateforme est ouverte depuis 2 jours, je crois. Donc, vous allez sur missionberne.fr, vous pouvez inscrire tous les monuments. La sélection va se faire... Une première sélection va se faire, va passer au tamis du ministère de la Culture avec les DRAC, et ensuite on va nous présenter tous les projets. Il y a dans ce comité de sélection, vous l'avez dit, d'abord il y a le ministre de la Culture et ses services, le DGPAT, directeur général des patrimoines. Il y a le président de la Fondation du patrimoine, Célia Véraud. Il y a évidemment la Française des Jeux, qui est d'une certaine manière qui est mécène. Et peut-être dans un certain nombre... On est en train de réfléchir, puisque je vous parlerai dans un instant de ce que peut faire la Monnaie de Paris aussi, puisque la Monnaie de Paris, il y a 3 ans, m'avait demandé, comme ils le font chaque année, de créer une collection de pièces de monnaie. Ils ont demandé à Jean-Paul Gaultier, puis ils ont eu l'idée, Christophe Beau avait eu l'idée de me demander de créer une
une collection de pièces qui mettent en valeur les grandes dates de notre histoire. Ça s'appelle d'ailleurs pièces d'histoire. Et ces pièces d'histoire, on a eu l'idée de mettre en valeur, à l'avers de la pièce, de mettre en scène le patrimoine numismatique de la monnaie de Paris. Les sesterces, les francs, les louis, etc. Donc on va voir réapparaître à l'avers de nos pièces, de ces pièces de collection, ce sont les pièces de collection. Et comme ça arrivait auprès de ma mission, je veux que tout aille vers la mission, j'ai dit, écoutez, moi je vous demande une chose, c'est que toutes les cartelettes et toutes les pièces de monnaie que vous allez vendre, vous les vendiez, il y ait 1 euro qui soit au profit de la mission qui porte mon nom pour le patrimoine. Et donc, comme en général ils vendent plusieurs millions de pièces, au moins, on sait qu'il y aura au moins 1 million d'euros qui sera récolté. Donc peut-être que Marc Schwartz, qui est le nouveau président de la Monnaie de Paris, pourrait aussi intervenir dans le cadre de la... Parce que c'est de l'argent qui va aller pour aider, c'est pas rien, 1 million d'euros tout de même pour le patrimoine. Donc voilà, le comité de sélection devrait se réunir à la fin du mois de février. Ensuite, on irait voir dans l'idéal le chef de l'État pour lui soumettre les projets, voir les monuments emblématiques. Mais en général, il valide ce qu'on a décidé, enfin ce qu'on propose, parce qu'en fait, il y a une unanimité. Vous savez, il n'y a jamais eu, par exemple, j'ai jamais eu tout au long de la mission des difficultés, non, ce monument plutôt que tel autre. Le péril est un péril, il est reconnu par tous, il est avéré par les préfets, il est avéré par les maires, il est noté. On a des fiches qui sont très bien faites sur monument par monument, ont été faites par la Fondation du patrimoine, donc vous savez que c'est en général très bien fait. Et donc on connaît, on a exactement les demandes de financement, les tranche par tranche, combien chaque monument a besoin, l'état de péril, l'urgence, le degré d'urgence, on met des étoiles en fonction du degré d'urgence. Enfin, tout ça est extrêmement, je dis pas scientifique, mais c'est fait de façon très cartésienne pour que ça soit lisible par tous. Et en fait, mon objectif, alors c'est peut-être moi qui... C'est en anglais, on dit du wishful thinking, c'est-à-dire que je rêve tout haut, je veux absolument plus grand, mais je dis qui peut le plus, peut le moins. Donc c'est vrai que c'est moi qui ai demandé qu'il y ait 269 monuments au lieu des 150 prévus. Cette année, la Fondation insiste pour qu'on en sélectionne moins, parce que pour on les aide davantage en termes de somme, mais qu'on en aide... C'est une décision à prendre. Moi, je voulais que la première année, il y ait plus de monuments, peut-être aidés de façon plus modeste, mais pour créer un choc dans tous nos territoires. Parce que même quand vous aidez un maire qui se plaint à 60 000 euros, c'est quand même 60 000 euros. Et quand son budget annuel est de 100 000 euros, 60 000 euros, il a beau dire, c'est quand même une somme. Et donc, oui, son budget de fonctionnement... Alors je sais pour les... Il faut... Bien sûr, mais c'est tout de même une manne inespérée, vous l'avez rappelé. Oui, alors il y a d'autres questions, il faut que j'aille plus vite dans mes réponses, pardon. Juste une précision, vous nous avez sensibilisé à la sauvegarde du patrimoine bâti et des dispositions fiscales qui seraient nécessaires. Je voulais quand même préciser que, à titre personnel, mais ça a été co-signé par pas mal de collègues, j'avais déposé, tout comme M. Eblé, le même amendement à la création de l'IFI, pour exonérer, selon les conditions que vous avez énoncées, des propriétaires, parce qu'on arrive très vite quand on possède des grandes propriétés au seuil de l'IFI, et ces amendements avaient été rejetés, je tiens à le dire. On a travaillé là-dessus ici au Sénat, et c'était assez transversal en réalité. Hein. Bon, alors donc il faut qu'on remette sur le... Il faut le remettre sur le tapis, ça, voilà, franchement. sur l'ouvrage sur le métier. Alors... Mes chers collègues, vous êtes nombreux à avoir posé des questions, donc tâchez d'être synthétique parce que Monsieur Bern... Je suis très long en plus dans mes réponses. Monsieur Bern doit nous quitter. Je prendrai le temps de répondre à tous. Alors, Madame Monnier, après ce sera Monsieur Gatolin, Madame Mello, voilà. Alors, Madame Monnier. Merci Madame la Présidente. Monsieur Bern, c'est un plaisir de vous voir, d'être venu avec nous. Moi, je voulais vous dire que puisque vous avez l'oreille attentive du Président, parlez-lui donc des ABF qui sont dans une situation difficile dans nos départements et qui ont du mal à gérer tout ce qu'ils ont à gérer par faute de personnes. Madame la Présidente dit souvent, elle vous entretiendra. Pardon, je vous réponds tout de suite, je l'ai fait. Eh bien, continuez. Je l'ai fait publiquement, je lui ai dit en privé et j'ai amené Madame Macron sur le site
quand on a inauguré avec Franck Riester et Sébastien Lecornu le salon du patrimoine culturel, nous sommes allés sur le stand des ABF et j'ai rappelé publiquement combien ils étaient importants pour protéger, et surtout ça aide les maires, parce que, disons les choses franchement, les maires sont assez... Maintenant, ils sont en première ligne. Avant, ils disaient, quand les citoyens venaient les voir, « Oh, ben moi, je détruirais bien ça. Moi, si ça tenait qu'à moi, je le ferais. » Mais l'ABF ne veut pas. Donc, ils se défaussaient sur les ABF. Maintenant, ils vont se défausser sur qui? Je leur pose la question. Je vous remercie pour votre position dans la loi Elan. Donc, nous étions sur le même sujet. C'est vrai que le loto du patrimoine, ça a été un beau succès. Et je voudrais vous parler d'un petit sondage très rapidement fait par l'IFOP en juin 2018 à la demande des familles rurales. Il y avait d'ailleurs 1500 familles rurales et 1000 familles urbaines qui ont été sondées. Et ça ne me surprend pas que ce loto ait eu vraiment du succès parce que ce sondage a révélé que pour 76% des Français, le principal atout de la France, c'était le patrimoine, son histoire, sa culture. Donc comme quoi c'est au cœur. Moi j'aime bien quand vous parlez des petites communes, de la ruralité, parce que je suis une élue d'une toute petite, enfin d'un département très rural et dans une toute petite commune, et que c'est vrai que c'est un atout essentiel pour nos territoires et aussi au niveau économique, il faut pas l'oublier, on l'oublie souvent. Donc il y a eu un petit peu de bémol, vous l'avez dit, c'est le problème de la taxe. Donc moi je voudrais savoir si vous allez, parce que là il y a eu un dégel, on dégèle, ça se périme. Et en tout cas c'était que pour une année, donc qu'est-ce qui va se passer pour les autres années? Est-ce que pour 2019 vous êtes en train d'essayer de négocier un modèle fiscal différent pour cette opération? Parce que sinon, il va se passer ce que vous dites, c'est-à-dire que les gens, s'ils se rendent compte qu'ils donnent de l'argent pour acheter ces tickets parce que ça va au patrimoine, mais que ça n'y va pas, eh bien, il y aura peut-être moins de succès dans les années qui vont suivre. Je rejoins aussi ce qu'a dit la présidente en début. Attention, il ne faut pas non plus que l'État se désengage. Certes, ce loto existe, mais ça doit arriver en plus, sans désengagement de l'État. J'ai une question parce qu'on est en train d'examiner une loi Pacte dans laquelle on risque, enfin normalement, en tout cas le gouvernement souhaite privatiser la Française des Jeux. Donc, qu'est-ce qui va se passer en termes de négociation pour vous avec ce loto si c'est privatisé? Pour toujours 2019, est-ce qu'on ne peut pas aussi prévoir un rééquilibrage entre les rémunérations des joueurs et l'attribution la part qui va au patrimoine, rééquilibrer ça. Et dernière chose, votre mission, c'était donc d'identifier le patrimoine immobilier en péril et de rechercher des solutions innovantes. Vous avez choisi le loto. Est-ce que par hasard, vous avez d'autres idées que le loto? Merci. Alors, Monsieur Gattolin, et ça vous ennuie si je réponds direct, parce que sinon, j'ai peur d'oublier, en fait. Il y a une, excusez-moi, oui. C'est que le deuxième petit couac, c'était quand même, vous en avez parlé, certains maires qui ont mal perçu la chose parce qu'ils n'ont pas eu le total et certains ne peuvent pas commencer les travaux parce que l'enveloppe est trop petite. Est-ce que vous avez fait un retour envers tous ces maires? Merci. Alors, tout de suite, je réponds sur cette question. Oui, il y a un retour immédiat, c'est-à-dire qu'on est en train d'obtenir le fait qu'on puisse faire des rallonges tout de suite. Donc, la déception n'était que momentanée. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, 2019, c'est acté. C'est-à-dire les taxes seront de nouveau réinjectées dans le patrimoine. Donc on peut le dire aux Français, toute la part de l'État sera reversée au patrimoine. D'une part, par la part prévue, normale, c'est les 1,50 € de l'année dernière, et puis les 1,04 € des taxes qui seront reversées, mais sous forme de crédit dégelé. Maintenant, à nous de gagner la bataille de 2020 et de faire en sorte que pour la troisième année, même si pour le moment, au ministère des Comptes publics, on a prévu un loto sur 2 ans. Donc il faudrait que j'aille me battre pour la troisième année, mais comptez sur moi, je suis assez combatif. Et ensuite, pour répondre entièrement à la question, donc oui, donc il y a ce dégel. La part, vous parliez de rééquilibrage. Ça dépend de la Française des Jeux. On est en train de discuter. Il faut que ça reste attractif. Vous savez, on est sur la corde raide. Il faut que le tirage soit suffisamment attractif pour que les gens aient envie de jouer. Et en même temps, il y a ceux qui veulent faire de la philanthropie et qui disent « je ne comprends pas que ça n'aille pas plus au patrimoine ». Donc il va falloir qu'ils réfléchissent à l'équilibre pour que ça reste, pour que tous les joueurs qui ont envie de gagner de l'argent, et certains ont gagné quand même beaucoup d'argent,
puissent continuer à avoir envie. On a vendu quand même 12 millions de tickets à 15 €, ce qui est énorme. Enfin, vous parlez de la privatisation de la Française des Jeux. Malheureusement, ce n'est pas de mon ressort. Je crois que j'ai juste participé à la toilette de la mariée et j'espère que la mariée sera belle le jour de son mariage. Mais voilà, que vous dire d'autre. Pour le reste, les autres questions, je crois que j'ai... Monsieur Gattolin, parce que vous savez, voilà. Les collègues sont tellement intéressés par le sujet que... Ah oui, pardon, et les autres formes, oui, il y a l'auto qui n'est pas l'alpha et l'oméga, pardon Madame la Présidente, mais j'ai l'esprit d'escalier. Je vous parlais des pièces de monnaie. Il y a en septembre, la Poste va créer un carnet de timbres autour du patrimoine pour inciter les gens à faire des dons. Il va y avoir, on va sortir un livre chez Albin Michel, 30 grands écrivains vont sortir un livre qui s'appelle Péril en la demeure. Ils racontent leur expérience du patrimoine. Tous les droits d'auteur seront reversés au patrimoine. Enfin, j'essaye dans ma vie, si vous voulez, de faire en sorte que tous les ruisseaux amènent à la rivière. Monsieur Gattolin. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Bern, dans votre propos liminaire, il y a deux éléments que vous avez abordés par incise, mais qui me paraissent extrêmement intéressants. Vous avez évoqué cette église du 19e siècle qu'on ne protège pas parce qu'on a des églises plus anciennes. Et c'est vrai que moi, je me préoccupe, depuis que je suis sénateur, du patrimoine industriel du 19e siècle, mais aussi du patrimoine moderne du 20e siècle, parce que c'est un patrimoine qui est moins valorisé, souvent par les élus, qui souffre terriblement parce que, notamment, l'architecture du XXe siècle n'est pas d'une qualité et d'une robustesse telle. Je partage avec mon collègue Pierre Ouzoulias d'être du département des Hauts-de-Seine, où on a détruit notre patrimoine industriel parce que ça ne faisait pas bonne image, alors que dans d'autres régions, dans le nord de la France, en Grande-Bretagne ou dans des landes allemands, le patrimoine industriel fait l'objet, et c'était le deuxième élément, vous avez dit, je ne suis pas pour un patrimoine qui soit enfermé, qui soit sous cloche, mais il peut avoir une réutilisation. Tout le tertiaire, aujourd'hui, s'adapte très bien dans des anciens bâtiments industriels de grande valeur, et on a le sentiment, en tous les cas, encore en France, que ce n'est pas une solution qui est choisie. Et il y a deux bâtiments qui sont pour moi emblématiques dans les Hauts-de-Seine. Il y a la gare Lich, qui fut cette gare terminale sur le Champ de Mars des expositions 1878 et 1889, qui fut amenée à Asnières en 1924, parce qu'on considérait que justement, c'était un patrimoine intéressant. Si vous avez eu l'occasion, moi j'y retourne régulièrement, on est dans un tel état de dévastation que plus personne ne peut plus rien en faire. Et idem pour l'école d'architecture de Jacques Calitz, qui était l'ancienne école d'architecture de Nanterre, architecture modulaire des années 60, qui est dans tous les livres d'architecture. Aujourd'hui, on l'a tellement laissé aller en déshérence qu'il ne reste plus que la destruction. Et cette partie-là de notre patrimoine récent a aussi une valeur. Et donc, je voudrais avoir un peu votre appréhension, parce qu'on entend beaucoup parler d'églises, de patrimoine architectural de l'Ancien Régime, mais il y a ce patrimoine aussi, et merci d'y insister. Monsieur Ouzoulias, vous avez demandé la parole, et vous avez été cité par Monsieur Gattolin. Alors, vous avez quelque chose à ajouter? Je vous surprends. Gattolin, c'est un honneur auquel on ne peut pas se soustraire. Donc... Voilà. Monsieur Bern, en vous écoutant, j'ai rajeuni de presque un demi-siècle, pas tout à fait. Je suis anciennement conservateur du patrimoine, et les problématiques que vous évoquiez ici avec talent sont celles que j'ai connues, moi, quand j'ai fait ma scolarité à l'École nationale du patrimoine, qui sont restées pendantes et que vous remettez maintenant au jour dans toute leur complexité, dans leur acuité, avec ce que vous avez entrepris. Et je pense que vous participez de cette façon à un approfondissement de ce qu'est la culture patrimoniale française. Alors, notamment sur un point qui est un point fondamental, c'est quelle est la capacité de l'État et de les collectivités à promouvoir des outils de recensement efficaces du patrimoine. Je crois qu'aujourd'hui, la base Mérimée, c'est environ 200 000 fiches. Vous nous avez dit, et je le pense comme vous, qu'il y a énormément de monuments qui ne sont pas enregistrés dans cette base. Moi, j'ai souvenance qu'il y avait un service de l'État qui était chargé de ça, qui était le service de l'inventaire,
qui a disparu, qui a été confiée aux régions. Est-ce que vous avez travaillé avec elle? Est-ce qu'elle continue ce travail essentiel qui avait été fondé par Malraux? Il faut le rappeler. Et j'aimerais bien savoir si dans les procédures déclaratives de déclaration qui vous ont été faites, les services de la DRAC ont pu estimer quel type de patrimoine était évoqué auprès de vous par rapport à ce qui est connu par les services de l'État. Et une dernière question, est-ce qu'il vous semblerait intéressant de relancer maintenant, aujourd'hui, la pratique de l'inventaire telle qu'elle avait été conçue initialement et telle qu'elle a apporté énormément? Voilà. Je réponds. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre question. Oui, d'une part, le patrimoine du XXe siècle m'intéresse autant que le patrimoine plus ancien ou les sites archéologiques qui n'a aucune raison d'être laissés pour compte. Je me suis battu aux côtés de Richard Klein, notamment pour la Maison du Peuple à Clichy, ou un certain nombre de projets, justement, pour défendre ce patrimoine du XXe siècle. Et notamment le château Rothschild à Boulogne, faire en sorte qu'on le sauve aussi, parce que c'est un patrimoine du XIXe siècle, et dans lequel on va essayer, je crois, Novaxia va essayer de créer un espace de coworking et essayer de faire en sorte qu'on lui attribue une nouvelle vocation. Donc oui, on peut sauver. C'est la raison pour laquelle, symboliquement, je serai vendredi plutôt à la rotonde ferroviaire, plutôt que de me voir dans un château ou dans une église. Ça, c'est le premier point. L'autre point, l'inventaire pose un problème. C'est-à-dire que je vois beaucoup, moi, je vais rencontrer les DRAC, ils ont un vrai problème, c'est que depuis qu'on a, je ne vais pas refaire l'histoire, mais on a refait des régions. Les régions sont très vastes aujourd'hui. Et ne serait-ce que ma DRAC, quand elle vient me voir, elle a 2h30 de route. Donc pour visiter, pour faire le travail, ça devient difficile. Il faut aimer la voiture, hein. C'est très complexe. Les régions sont devenues vastes et les effectifs sont moindres. Donc oui, je pense que vous avez raison. On a une chance, c'est que quand je repensais à ça à propos de Mérimée, je relisais ses notes, notamment quand il a voyagé à travers la France à cheval. On n'a plus besoin de voyager maintenant, on a des plateformes participatives, vous voyez, il y a Internet qui nous permet d'avoir... Et les citoyens, comme vous l'avez rappelé, sont tellement engagés dans le patrimoine qu'ils vous envoient directement les fiches signalétiques des monuments. En revanche, je pense que ça ne doit pas échapper au service de l'État. Encore une fois, nous n'avons pas vocation à nous substituer au service de l'État. Donc oui, le ministère de la Culture je réponds en même temps tout à l'heure à la question qui était posée, il a sanctuarisé le budget du patrimoine, mais de la même façon, il faut que les services des inventaires soient réactivés d'urgence, parce qu'il y a un certain nombre de monuments qui sont, encore une fois, sous le radar, et ce n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle j'étais en but avec la Direction Générale des Patrimoines, c'est que je ne comprenais pas. Je disais, mais vous faites quoi? Ben oui, mais il n'aidait que les demandes qui arrivaient, mais les autres... C'est-à-dire qu'il faut aussi sortir de son bureau de temps en temps. Il faut aller dans les régions et voir où est le patrimoine en péril. Ça n'était pas fait. Je pense que les maires sont quand même conscients. Alors, ils n'osent pas forcément demander de l'argent, mais ils sont très conscients de leur patrimoine. Et on citait tout à l'heure le château de Méréville, mais moi j'ai un président de département qui avait compris que l'Essonne, avant son arrivée, c'était un département de passage entre la 10 et la 6. Et on ne savait absolument pas ce qu'il y avait. Et depuis maintenant 6 mois, il a mis des panneaux partout, dans tous les villages où il y a des choses intéressantes, que ce soit le château de Chamarande et Méréville, mais ça, il le savait déjà. Mais la maison Cocteau, Amélie Laforêt, l'atelier Fujita. Et ça, je vais vous dire, en fait, c'est de s'approprier pour que les habitants, en fait, d'un département s'approprient, en fait, leur richesse. Et ça aide à ce moment-là, je pense, le maire à pouvoir demander. Non, ma question, c'était de revenir sur la Française des Jeux, parce que je ne sais pas si vous avez compris que là, ça ne va pas être forcément le cas au Sénat, mais moi-même, du coup, je m'en veux, on en parlait avec ma collègue, de ne pas avoir peut-être préparé des amendements en ce sens. Si la privatisation est totale de la Française des Jeux, est-ce que vous avez commencé à prendre des garanties avec l'État, et notamment avec le ministère de la Culture, pour que vous puissiez continuer? Parce que l'État ne sera plus, du coup, partie prenante dans le capital, et après, la Française des Jeux peut très bien vous dire que ça ne regarde plus la Fondation du patrimoine. Enfin, vous voyez, je caricature, parce qu'en même temps, c'est tellement populaire, mais faites très attention. Et moi, je m'en veux un petit peu, du coup, qu'on n'ait peut-être pas appréhendé de faire des amendements en ce sens.
Ah bah voilà, donc voilà. Et puis il y a une assurance, ils ont signé un contrat sur 2 ans déjà. Donc premièrement, ils ont signé un contrat, une convention avec l'État et la Fondation du patrimoine. Et deuxièmement, puisque ça va devenir privé, ils ont le sens du commerce. Et ce qui a sauvé leur année 2018, en partie, c'est le loto du patrimoine. Donc il serait un peu stupide de renoncer au loto du patrimoine. Merci vraiment, Madame Darcos, de poser cette question de fond qui nous concerne finalement tous. Monsieur Leleu. Oui, merci Madame la Présidente. Cher Stéphane Bern, je ne peux pas prendre le risque d'être dans la redite par rapport à ce qu'ont dit tous nos collègues, ni prendre le risque non plus de blesser votre légendaire humilité. Ah oui. Mais cette année, il me semble, et je veux en témoigner par rapport à ce qui a été dit, il s'est vraiment passé quelque chose dans la conscience collective de notre pays, dans l'esprit de nos concitoyens. Certes, depuis quelques années, nous constations avec plaisir que nos concitoyens affluaient dans les journées du patrimoine, dans les musées, on a constaté. Mais il s'agissait d'une petite flamme individuelle qui se manifestait, certes, sans doute dans une société qui perd un peu son sens et dans laquelle nos concitoyens ont besoin de retourner un petit peu vers leurs racines pour savoir où ils vont. Mais cette lumière individuelle est devenue collective, grâce à vous. Et c'est pour ça que je veux rendre ce témoignage. Et que maintenant, c'est cette conscience collective que le loto du patrimoine a manifesté au travers des 12 millions de souscriptions qu'il va falloir, au fond, amplifier. Parce que c'est devenu collectif. On le ressent très profondément. Et donc, on fonde beaucoup d'espoir sur l'avenir. Donc je voulais vous dire ça parce que je ne voulais pas m'empêcher de le dire. Mais mes questions ont été anticipées. C'est la privatisation éventuelle de la Française des Jeux. Et c'est aussi la baisse des ressources de la Fondation du patrimoine à cause, vraisemblablement, de la fin de l'ISF et du prélèvement à la source. Donc comme vous disiez que vous comptiez augmenter le mécénat, ce que nous souhaitons, et évidemment, il y a là un point peut-être faible à voir. Et puis voilà, on va déplacer les montagnes, comme vous le disiez. Grâce à vous aussi. Ouais. Je vous avoue que les propos du rapporteur général des Finances à l'Assemblée nationale, M. Giraud, nous inquiètent vraiment beaucoup. Beaucoup. Sur la culture, le mécénat culturel nous inquiète vraiment beaucoup. Voilà. Ceci étant dit, je vais passer la parole à Monsieur Manable. Je pense la même chose. Merci Madame la Présidente. Je serais tenté de retirer ma question parce que ma voisine m'a coupé l'herbe sous le pied et notre collègue Leleu est revenu sur la question. C'est la privatisation de la Française des Jeux avec les risques financiers pour effectivement le loto du patrimoine. Mais moi je voulais vous dire, Monsieur Stéphane Bern, un grand merci pour le département de la Somme, dont je suis un sénateur, puisque vous aidez le château de Pont-Rémy, qui est un château qui est propriété communale, une commune de 800 habitants, donc c'est pas très important, qui a brûlé et auquel vous avez accordé donc 12 000 €. C'est un lieu historique auquel les habitants de la Somme sont attachés parce que le roi Henri IV y a séjourné, mais bon, c'est pas ça le principal, parce que quand vous vous promenez en France, partout on vous dit que Henri IV a dormi ici. À croire que ce roi à croire que le ver galant a passé son temps à dormir, n'est-ce pas? Bon, mais non, il était couché, ça ne veut pas dire qu'il dormait. C'est pour ça que j'ai employé l'expression du ver galant. Mais non, ce que je voulais vous dire, enfin pour terminer, c'est que dans le contexte actuel particulièrement anxiogène, où on avait le moral en berne, vos propos enthousiastes réveillent nos espoirs et font du bien à entendre. Et je voulais vraiment vous dire un grand merci. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie surtout. Mais vous savez, l'autre jour, et je pense que je me dois de rendre cet hommage. D'abord, le président de la République a compris l'importance du patrimoine et son épouse a rappelé l'autre jour lors de la remise des prix de ma fondation, elle a dit « le lieu crée du lien ». Et je crois que le patrimoine peut vraiment réconcilier les Français. C'est très important. Il en va de... Enfin, je vous assure, pour moi, c'est une cause vraiment nationale et avec des impacts évidents sur l'emploi. Le patrimoine, c'est 500 000 emplois, c'est 60 milliards d'euros
dans le PIB, c'est quand même pas rien. Enfin, je crois que c'est important tout ça. Donc merci de votre aide. Honnêtement, pourquoi j'ai souhaité venir en priorité au Sénat quand vous m'avez demandé, Madame la Présidente, d'être auditionnée? C'est parce que d'abord, vous avez fait beaucoup, vous m'avez reçu, vous m'avez invité, Jean-Pierre Leleu, vous, Philippe Bas, un certain nombre de Vincent Eblé, tous m'ont accueilli à bras ouverts. Et ensuite, j'ai vu les effets de votre volonté dans les votes. Pardon, mais c'est vrai que quand j'ai entendu le rapporteur de l'Assemblée nationale, j'étais très choqué, terriblement choqué. C'est-à-dire que là, moi-même, je m'inquiète. Et il me trouvera sur son chemin si jamais il veut porter atteinte à l'avenir et du patrimoine, du loto du patrimoine. Parce que, vous savez, je suis assez coriace. Je menace de temps en temps, je fais des coups je me pousse des coups de gueule. Voilà. Mais je suis assez combatif et j'irai jusqu'au bout. On m'a confié une mission, je ne vais pas la lâcher maintenant. Enfin, j'ai rencontré Jean-Michel Blanquer, j'ai eu un contact très, très sympathique avec lui et je crois qu'il est très attaché justement à ce que le patrimoine soit au fond comment dire, le patrimoine de proximité, c'est de la culture à portée de main. Il ne faut jamais l'oublier. L'église, le pont, le lavoir, où que vous soyez en France, à moins de 100 mètres de chez vous, il y a un élément du patrimoine qui vous apprend la beauté, quand vous habitez dans des endroits qui ne sont pas très beaux, qui vous apprend la beauté, qui vous apprend la culture, qui vous apprend l'histoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Donc j'ai réinsisté auprès de lui pour qu'il y ait des sorties scolaires, pour qu'on puisse continuer à faire une approche du patrimoine. Et je dois vous avouer qu'avec ma propre fondation, j'ai financé il y a 2 ans des kits patrimoine pour les élèves de CM1, CM2. Ça a été lancé par les vieilles maisons françaises. Ce sont des kits, comme on apprend le goût aux enfants, je leur ai dit apprenez-leur le goût du patrimoine. Et c'est des kits, c'est j'aime mon patrimoine. Et donc ils dessinaient, enfin c'est des kits pour les gamins, mais c'est pour les inciter à aimer leur patrimoine. Parce que moi je commence à prendre de l'âge et que qui va s'en occuper dans 20 ans? Vous comprenez? Il faut que la relève soit là. Donc ce qui est très important, c'est de les ramener vers le patrimoine. C'est de la beauté, c'est de l'évasion. On leur raconte des histoires, on leur raconte notre histoire. C'est pas seulement de l'identité, c'est aussi de la convivialité. C'est que dans les villages, les gens se rassemblent autour de leur patrimoine. J'ai vu ça partout, les sons et lumières, mais j'ai dû faire des commentaires. Vous savez, j'enregistre à l'appel maintenant des commentaires pour les sons et lumières de France. Les gens vont entendre que ma voix, j'ai l'impression, que ce soit en Amboise, à Saint-Fargeau, partout. Mais écoutez, et puis j'ai la chance de présenter une émission qui s'appelle, dans Secret d'Histoire, je ne vois pas beaucoup les gens, mais le village préféré des Français, où je vais de village en village à la rencontre des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de me montrer les trésors de leur patrimoine. Et c'est formidable, c'est qu'on a envie de partager. Le patrimoine, ça se partage, ça ne coûte... Et vous savez, là où j'ai vraiment besoin de vous parler, comment parler d'argent? Si on arrêtait de parler de coûts, si on parlait d'investissement, c'est-à-dire que le patrimoine, c'est pas ce que ça vous coûte, ça vous rapporte 20 fois ce que vous devez dépenser. Tellement on a de visiteurs. La France est encore une fois le premier pays visité au monde. Donc c'est ça qu'il faut changer dans les mentalités. C'était l'audition de l'animateur Stéphane Bern au Sénat pour faire le bilan de la première édition du Loto du patrimoine. Malgré les bons chiffres de cette opération, Stéphane Bern a continué à critiquer la taxe de 14 millions d'euros prélevée par l'État sur les recettes de ce jeu. Il a d'ailleurs remercié les sénateurs d'avoir supprimé cette taxe dans le budget 2019 contre l'avis du gouvernement. Une fois l'argent récolté, il faut maintenant mener les projets de restauration. Et Stéphane Bern a estimé devant les sénateurs que les petites communes n'étaient pas assez bien accompagnées pour porter leur dossier. Elles manquent notamment de compétences administratives. Et notez que Stéphane Bern a lancé vendredi dernier la 2e édition de ce loto du patrimoine, espérant récolter davantage de fonds. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.